Pour notre deuxième table ronde sur les rétrospectives économiques et financières de ces 15 dernières années, nous accueillons M. Jacques Molgaud, qui est directeur financier adjoint d'Air Liquide et qui sera notre modérateur. Et j'invite également tous les participants à monter sur scène. Donc, Kheira Benami, Wim Grossman, Alain Laurin, Stéphane Nénez, Benoît Rousseau et Fabienne Lecorvaisier. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous fêtons les 15 ans du master. Cet amphi me renvoie personnellement plutôt 25 ans en arrière. Donc pour me présenter brièvement, je suis aujourd'hui directeur financier adjoint du groupe Air Liquide, entreprise où j'ai commencé il y a 12 ans comme directeur trésorerie financement. Par ailleurs, je suis à la FTE, l'Association française des trésoriers d'entreprise, où je suis le référent école et université. Donc j'essaye de faire le lien avec vous. Je suis très heureux de modérer cette table ronde de 6 professionnels que je vais vous présenter petit à petit. Ils et elles vont nous aider dans cette rétrospective 15 ans. Je vous demande de les accueillir avec quelques applaudissements. Un paramètre à prendre en compte, et pour ça, pas besoin de faire appel à Black-Scholes, Merton, Garman-Collagen, Vasicek, etc. Les premiers et premières diplômés du Master Trésor ont vécu ces années sur le terrain professionnel. Mais la dernière promotion, par exemple, elle a vu quelques extraits du film. En 2008, elle était souvent en primaire. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de revenir en arrière pour regarder les grands marqueurs de ces 15 ans. Et je vous propose de commencer avec Kheira Benami. Kheira, vous êtes chef économiste à l'AMF, Direction des études, stabilité financière et risque. Après une maîtrise d'économétrie de Toulouse et un doctorat en microstructure des marchés financiers de la TSE en 2007, vous êtes devenue adjointe au chef au pôle analyse économique du secteur financier à la DG Trésor en octobre 2007, notez bien la date, et ce jusqu'à mars 2021. Puis analyste quantitative de la division surveillance des marchés de l'AMF avant de rejoindre la division études que vous dirigez depuis novembre 2021. Première question pour vous, Kheira. Quel regard portez-vous sur ces années et en particulier sur les crises que nous avons traversées ? Alors merci pour l'invitation. Alors comme vous venez de le dire, en fait, j'ai démarré ma carrière professionnelle en même temps que la crise des subprimes, littéralement. Je suis arrivée le 15 octobre 2007 au Trésor. Je suis arrivée avec mon doctorat en microstructure des marchés financiers. Donc en gros, j'étais spécialisée dans le fonctionnement des marchés financiers. Et en fait, j'ai tout fait, sauf ça, durant mes années au Trésor. Donc on parlait tout à l'heure de l'intérêt de l'élargissement des compétences. Alors c'est typiquement une application directe. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que depuis, au cours de ces 15 dernières années, je ne me suis pas du tout ennuyée. Et je vous avoue que on appréhende toujours un petit peu la période estivale parce que statistiquement, les grandes crises, elles arrivent en été, quand il n'y a personne. Donc c'est toujours un peu problématique. Peut-être si je retourne un petit peu en arrière, je vais peut-être un peu focuser sur la crise, on va dire la mère de toutes les crises en fait, la fameuse grande crise financière de 2008. Pourquoi ? Parce que de par son ampleur, d'abord, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on a une crise sur les marchés financiers, en fait, la première chose qu'on fait, c'est on se demande si c'est pire ou mieux que 2008 en fait. Donc ça sert vraiment de benchmark en termes d'amplitude de crise financière et par le fait qu'elle a eu des répercussions assez conséquentes. Donc notamment en Europe où elle a été doublée de la crise de la dette souveraine et on s'est rendu compte à ce moment-là, alors je me place vraiment avec ma casquette de régulateur ou de personnes ayant exclusivement travaillé dans le domaine public, on s'est rendu compte qu'il y a plein de choses qu'on ne voyait pas en fait en tant que régulateur. Donc on a découvert les montages financiers, on a découvert des produits dérivés très compliqués dont on n'avait pas du tout idée. On a découvert le fait que les notations en fait, elles n'étaient pas si fiables que ça. On a vu aussi pas mal d'évolutions avec notamment à partir de 2011-2012 avec des interventions beaucoup plus importantes des banquiers centraux. Les banques centrales sont intervenues alors que jusqu'à maintenant, elles avaient leur politique monétaire conventionnelle qui consistait à fixer les taux d'intérêt. Et là, toute la politique non conventionnelle est quelque part devenue un peu conventionnelle sur ces 15 dernières années. Donc on a eu des banques centrales qui sont intervenues de façon significative.
Donc, de par son ampleur, elle est importante, et de par aussi son impact sur la façon dont on a appréhendé les risques depuis. Donc, que ce soit au niveau du régulateur, mais aussi au niveau des participants de marché, elle a été majeure dans le fondement des réglementations actuelles. Donc, comme on le disait, il y a eu ce fameux G20 de Pittsburgh en 2008 qui a commencé à établir des grands principes, notamment concernant la transparence des marchés, concernant aussi beaucoup les produits dérivés, ces fameux produits dans lesquels étaient impliqués les Lehman Brothers. Toutes les réglementations concernant aussi ce qu'on a appelé pendant un certain temps et qu'on n'appelle plus le fameux shadow banking. Donc tout ce qui sortait un petit peu de l'univers des banques. Alors aujourd'hui, on appelle ça plutôt le non-bank financing. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils sont aussi régulés que les banques le sont. Donc si je me concentre sur la partie régulateur, et si je prends un peu de recul, on a beaucoup travaillé, on a essayé de solidifier un petit peu le système financier. Je crois qu'on peut humblement dire qu'on a quand même réussi un petit peu on n'a pas réglé tous les problèmes, soyons très clairs, ce serait un peu présomptueux de le dire. On a cadré les choses. Voilà, mais on a à minima cadré les choses. Alors d'une part, en se rendant compte que déjà la finance, ça se pense au niveau mondial, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc à minima au niveau européen pour la France, mais aussi au niveau mondial avec donc le G20, les questions qui se règlent au niveau du Conseil de stabilité financière, donc qui met toutes les juridictions autour de la table. Et il est important pour éviter les futures crises, les potentiels arbitrages réglementaires, que tout le monde se mette autour de la table et que tout le monde joue le jeu en termes d'édiction de règles. On a aussi compris qu'en fait le système il était interconnecté aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner en silo, on ne peut pas juste considérer les banques d'un côté, les assureurs, les marchés de l'autre. Et la notion d'interconnexion est très importante avec la notion de risque systémique et de potentielle déstabilisation du système financier. Donc on a vu la naissance de toutes ces autorités qu'on appelle aujourd'hui macro-prudentielles qui sont là pour gérer tout ce qui émane du risque systémique. Donc on se réunit par exemple de façon régulière en France dans le cadre du Haut Conseil de stabilité financière, que ce soit la Banque de France, l'AMF, la CPR, et on regarde un petit peu où sont les risques et s'il y a de potentielles interventions qui sont nécessaires. Et peut-être un autre point, c'est qu'en tant que régulateur, en fait, on s'est aussi rendu compte lorsqu'on regarde un petit peu les crises passées, peut-être les crises plus récentes que celle de 2008 ou de la crise des dettes souveraines, c'est qu'en fait, on ne peut pas nécessairement empêcher les risques. D'ailleurs, on se pose la question, est-ce que c'est le rôle du régulateur de complètement empêcher les crises ? Mais en tout cas, à minima, on peut limiter les effets et essayer de doter les marchés, les participants des bons outils. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas maîtriser les risques ? Si on regarde un peu en arrière, là, les deux dernières crises, en fait, que ce soit le Covid ou la crise énergétique, en fait, elles émanent pas du système financier. Elles émanent de chocs qui sont complètement exogènes. Donc le Covid, c'est une pandémie mondiale. Et d'ailleurs, vous avez été aux premières loges, les trésoriers, puisque vous avez été les premiers frappés sur le marché de la dette à court terme qui s'est complètement fermé. Donc vous voyez que les chocs qui génèrent ces crises-là ne sont pas forcément à la main des financiers ou des régulateurs financiers en général. Enfin, lorsqu'on regarde un petit peu, donc avec du recul, le système à l'heure actuelle, on peut dire qu'il est plus solide. Comme on le disait, on a un petit peu mieux cadré. On voit quand même qu'aujourd'hui, on a de nouveau des crises. On a encore une fois la crise Covid, on a eu la crise énergétique, on peut avoir des crises géopolitiques quelque part avec par exemple le Brexit. On a plus récemment la crise des banques régionales US, donc on reviendra un petit peu dessus plus tard. Mais ce qu'on voit, c'est que les marchés sont impactés, mais quand même ils résistent plutôt bien. Et ils se remettent tout de même de ces crises-là. Lorsqu'on regarde aujourd'hui les niveaux des marchés, c'est même une interrogation. Aujourd'hui, on a un CAC 40 qui est encore au-dessus des 7300 points. Alors, je ne sais pas si on doit voir ça comme un point positif ou au contraire un point d'inquiétude. Pareil pour la bourse US. Et pareil pour la bourse US, exactement. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, tout est loin d'être réglé, bien sûr, et qu'on a des nouveaux défis qui se matérialisent. D'une part, le contexte macro-financier aujourd'hui, il est plutôt défavorable. On a un contexte géopolitique qui est très tendu. Il y a pas mal d'élections à venir qui vont très certainement avoir des impacts. Et enfin, probablement et surtout, donc on revient toujours au rôle des banques centrales qui ont décidé de changer complètement de braquet avec cette hausse des taux, dont on parlera peut-être un petit peu plus dans un second temps, et l'impact. Et aussi de nouveaux risques qu'on se retrouve à regarder avec tous les changements technologiques. Donc là, on découvre aussi les risques opérationnels, les risques cyber et bien sûr le risque lié à la transition énergétique. Je vais m'arrêter là.
Merci beaucoup. Je vais présenter Alain Laurin maintenant, qui est directeur général adjoint du groupe Institutions financières de l'agence de notation Moody's depuis août 2008. Décidément. Responsable des notations des banques France, Benelux, Italie, Espagne et Portugal, après 6 ans de supervision à la Banque de France de 2002 à 2008 et 7 ans de Banque mondiale à Washington comme spécialiste financier senior. Alain, on a parlé, et Cara y a fait référence de nouveau, on a parlé de réglementation. Depuis 15 ans, on a eu une vague de réglementation sans précédent. Pourtant, la crise des banques régionales US, tu en as parlé il y a quelques secondes, tout début 2023. Est-ce que le marché a la mémoire courte ? Très bonne question. Merci et merci de m'accueillir aujourd'hui. Écoutez, j'ai beaucoup apprécié la présentation de Benoît Jumini tout à l'heure qui a parlé de sa vie professionnelle et qui m'a rappelé de très nombreux souvenirs personnels, puisque je crois que nous avons un âge sans doute assez proche. Et il aurait pu mentionner quelques autres épisodes, dont certains dans ma vie professionnelle antérieure ont été très douloureux, avec les petits problèmes qu'a connus la Société Générale. Bref, en passant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans? Quand j'ai dû réfléchir à ce sujet, c'était un challenge pour moi, hein, dire ça en moins de 3 minutes. J'ai essayé de me concentrer sur l'essentiel, donc excusez-moi s'il y a des omissions. Moi, je pense qu'il y a eu une petite évolution dans le paradigme. Premièrement, better regulation ou soft regulation, on n'en parle plus. Terminé. Deuxième changement de paradigme, supervision un peu light. Terminé. Maintenant, on veut une supervision intrusive. Et le troisième changement de paradigme, qui est très très important, c'est l'attitude du secteur officiel, des banques centrales, des gouvernements, par rapport à la question de la faillite bancaire. Auparavant, le paradigme le plus important, c'était l'ambiguïté constructive. On ne veut pas dire ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter le hasard moral. Donc il faut discipliner les marchés, discipliner les acteurs. Aujourd'hui, on change tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On dit au marché, non, voilà, si jamais la banque tombe, l'actionnaire va payer, le créditeur va payer, et le taxpayer sera protégé. C'est ça la nouvelle doctrine. Donc ce sont des petits changements en apparence, mais ce sont des changements fondamentaux. Alors, ça veut dire quoi? Sur 2 domaines principaux, le domaine institutionnel et le domaine de la réglementation. Alors, en matière de... Je vais commencer par la réglementation. Et là, je vais être très, très, très court et je vais donner quelques dates et quelques chiffres. On est aujourd'hui en 2023. La crise, c'est 2008. BAL 2, tout le monde connaît BAL 2. BAL 2, c'était 1er janvier 2017. J'étais à la Banque de France à ce moment-là. On a beaucoup travaillé pour l'adoption et l'implémentation de BAL 2 dans les banques. D'accord? Puis arrive la crise, 2008, et puis commence BAL 3. BAL 3, c'est 2010. Et là, il y a une première vague de réglementation, de nouvelles réglementations, plus dures, plus larges, ratio de liquidité, levier, etc. Et puis, il y a une deuxième vague, BAL 3, 2, on peut l'appeler comme ça, et la banque l'appelle BAL 4. Ouais. Hein, et le monde de la régulation déteste BAL 4, mais oui, mais enfin, c'est BAL 3, 2. Bon. Et en BAL 3, 2, c'est toujours pas adopté, la fin, c'est toujours pas adopté, ce sera peut-être à la fin de l'année, on l'espère tous. Et puis, la mise en œuvre, c'est 2032. Donc, combien y a-t-il d'années entre 2008 et 2032? Je ne sais pas, 25 ans? C'est pas ça? À peu près. Donc, 25 ans d'élaboration et de mise en place. C'est énorme. C'est un chantier gigantesque. Et ce n'est pas fini. Et Benoît Juvigny a mentionné toutes les réglementations dans tous les autres domaines dont je ne vais pas parler. Ce n'est pas mon domaine personnel. Alors, les changements institutionnels, très très rapidement. L'ESMA, je suis une agence de notation, je représente une agence de notation, ils nous régulent et ils nous supervisent, ils font ça avec sérieux, croyez-moi. Les 2 autres organismes, IOPA et l'EBA, mais ils travaillent beaucoup ces gens-là. Ils font de la réglementation dans le domaine des banques et dans le domaine de l'assurance, mais tous les jours, ils travaillent extrêmement activement
pour créer la dite réglementation. Donc ces changements institutionnels, ils sont considérables. Et alors, il y en a un qui, pour moi, est sans doute le plus important, c'est la supervision bancaire unique. Quel est le changement majeur de la supervision en Europe? Et c'est Daniel Nouy, qui était une ancienne collègue, qui l'avait expliqué très bien. Quand en 2014, la Banque Centrale Européenne a fait la revue des actifs financiers en Europe, vous savez ce qu'ils ont fait en réalité? C'est pas ça qu'ils ont fait, parce qu'en réalité, on savait à peu près, sauf exception. En fait, ils ont fait l'évaluation de la qualité de la supervision de leurs petits collègues. Et ils se sont aperçus qu'en réalité, ici ou là, c'était pas terrible, en fait. Et que donc, aujourd'hui, on a une supervision centralisée et qui est un peu éloignée de la regulatory capture, comme on le dit, des gouvernements, ce qui fait que, je ne sais pas, moi, une banque espagnole, elle peut moins facilement convaincre le gouvernement espagnol de faire ceci ou faire cela, parce qu'elle discute avec Andrea Enria à Francfort, ou que la banque italienne, ce n'est pas la Banca d'Italia qui est en charge, c'est la Banque Centrale Européenne. Et ça, c'est un changement fondamental. Merci Alain. Wim Grossman, vous êtes responsable global produit, paiement et receivable, cash management chez BNP Paribas depuis 2017. Responsable produit, paiements internationaux et offres IMIA en cash management de 2010 à 2017. Vous avez commencé mi-2004 comme business analyst chez Fortis avant de devenir project manager sur les opérations de paiement de fin 2005 à début 2010. Donc on a parlé de crise, de réglementation et quid des flux. Qu'est-ce qui a été pour vous, sur ces 15 dernières années, l'élément le plus structurant pour les trésoriers en matière de flux? Bonjour à tous, merci pour la question. Un vrai plaisir de parler à vous aujourd'hui là-dessus, et toutefois un tout petit peu confrontant, comme j'ai l'esprit jeune, j'essaie de l'avoir. Et on vécu, en tant que vétéran, on a fait toutes ces batailles d'un point de vue moyen de paiement et de cash management. Ma réponse, et je crois d'ailleurs que je l'ai vu aussi sur les slides quand on était présenté par quelques-uns dans le master aujourd'hui, d'un point de vue moyen de paiement, c'est clairement le SEPA. Comme on est en Europe, le rêve de l'Europe de créer, suite à l'euro, une zone efficace et efficiente pourtant de paiement au sein de l'Europe, on a quand même en bonne partie, je dis bien en bonne partie, réussi. Et l'histoire n'a pas abouti. Donc on a créé le virement SEPA, on a créé le prélèvement SEPA, pas réussi sur la carte, c'est encore une discussion. Et donc d'un point de vue de l'impact pour les trésoriers, voilà, ceux qui sont dans la salle, qui ont des souvenirs de ça, vous avez tous eu un très grand projet en moins d'implémentation, très technique, beaucoup de conduite du changement. Puis après, on pourrait dire, bon, les entreprises assez domestiques, bon, ça n'a pas changé grand-chose. Ils ont un grand projet, mais ça n'a peut-être pas changé grand-chose. Donc ça n'a peut-être pas porté ce fruit tant que ça. Après, voilà, on aurait peut-être un peu gagné sur le cross-border, où les coûts ont un peu diminué. Pour les corporates plutôt pan-européens ou au-delà, voilà, quand même, il y a eu des leviers quand même d'efficacité, la rationalisation des comptes bancaires, la simplification des processus. Et là, on est rentré dans les sujets aussi de centralisation. Et beaucoup de boulot. Et beaucoup de boulot, effectivement. Pour adapter tous les Et systèmes. ça reste, exactement. Il ne faut pas l'oublier, le SEPA était à l'époque une espèce de auto-régulation des banques, mais ça ne suffisait pas. Donc, il y a eu un accompagnement quand même de l'Europe avec la directive des services de paiement, surtout la première de 2009, qui, quelque part, imposait pas mal de choses. Et je pense que j'en citerai quand même un sujet qui est très important. Là, aujourd'hui, pour les jeunes dans le métier, c'est évident. Mais avant, il y avait des questions de flotte. Et donc, en fait, il y avait très peu de prévisibilité sur quand l'argent, en fait, allait arriver côté du compte destinataire. Donc, ça, quelques jours de valeur. Quelques jours de valeur, le flotte, la clarté. Et donc, le boulot de trésorier, sauf incident technique, ce qui peut toujours arriver, quand même, a été beaucoup simplifié. Voilà. Donc voilà, ça de un, de deux, quand même, un sujet qui mérite d'être cité, c'est tout ce qui est la digitalisation. Très accéléré par la crise Covid, quand même. L'e-commerce, avant tout l'e-commerce B2C,
de plus en plus l'e-commerce B2B, plein de discussions avec nos clients aujourd'hui sur voilà, les plateformes de vente en digital, aussi sur tout ce qui est B2B, pour des raisons évidentes. Je pense que là, tant que d'un point de vue des marchés des paiements, derrière, il y a beaucoup d'acteurs non-banques qui sont apparus, qui sont très successful dans ce métier-là, en tant qu'acteurs des paiements, que d'un point de vue des trésoriers, je rencontre pas mal de trésoriers qui ne me semblent pas d'être vraiment impliqués dans tout ça, parce que voilà, les débats de mise en place des marketplaces, etc., ou des ventes, des sites de vente en e-commerce, c'est quand même surtout un sujet des techniciens, des gens de marketing. Donc, quelque part, je pense que dans le secteur, quand même, et aussi avec vous, trésoriers, quand même, et des futurs trésoriers, il y a un vrai sujet de pouvoir plugger nos virements européens type SEPA sur des user journées digitaux. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je pense qu'on n'y est pas encore arrivé. Et on doit prendre les 5 prochaines années, en fait, à y arriver. Il y a pas mal de belles opportunités. Mais on a eu des beaux projets comme Swift GPI, par exemple, aussi. Il y a eu des beaux projets comme Swift GPI qui est plutôt sur le cross-border, donc sur les points impactants. Alors, ça rajoute de la transparence. En fait, ce que je dirais là-dessus, c'est que il y a pas mal de payment factory, d'ailleurs, des centrales de paiement au niveau du corporate qui existent, plus ou moins depuis l'activation du SEPA, donc plus ou moins une quinzaine d'années. En fait, ce qu'on voit quand même que, en fait, souvent, ces payment factories ne sont pas entièrement aboutis. Pourquoi ? Parce que tant que sur tout ce qui est le SEPA, le virement européen et l'euro, finalement, c'est assez efficace, et simplifié et standardisé. Sur tout ce qui est cross-border, on reste quand même avec un patchwork. Donc, on a rajouté en effet la transparence, le track and trace avec GPI, mais il faut aller plus loin. Donc là-dessus, vous voyez parfois dans la presse le ISO 20022, le projet ISO 20022 de l'Europe a été fait en 2008, c'était le SEPA. Maintenant, il faut faire en cross-border et ça nous permettra d'accompagner nos corporates en fait, à compléter ce travail de Payment Factory. Et je terminerai là-dessus, Jacques, c'est en fait, d'un point de vue du SEPA, ce qui est quand même très beau, et j'en suis fier en tant que banquier, mais aussi en tant que citoyen européen. Quand je vois nos activités en tant que BNP Paribas au niveau du monde, c'est tous les nouveaux moyens de paiement qui sont à mettre en place. Le SEPA est quand même l'exemple clé, le modèle qui est souvent cité partout dans le monde. Merci beaucoup. Fabienne Lecorvaisier. Fabienne, tu es aujourd'hui administratrice de Sanofi depuis 2013, présidente du comité d'audit, administratrice indépendante et membre du comité d'audit et des risques de Safran, membre du comité d'audit des risques et de la conformité de Wendel. Après des débuts en banque, tu as passé 15 ans chez Essilor, dont 3 aux États-Unis et 8 en tant que directeur financier du groupe, et 15 ans chez Air Liquide, que tu as rejoint en octobre 2008, où, membre du comité exécutif, tu as occupé des fonctions de directeur financier, secrétaire général et finalement DGA, en charge notamment du développement durable. Donc, après les crises, après les réglementations et puis tout ce qui a impacté les flux, nous n'avons pas parlé de liquidité. Or, les différentes crises de ces dernières années nous ont appris que la liquidité n'était pas une constante. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience sur ce sujet ? Donc, merci Jacques, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous partager l'expérience de ces crises vues de l'entreprise. Donc comme Jacques l'a mentionné, après 15 ans chez Essilor, qui à l'époque était une entreprise qui gérait plus de cash que de dettes, j'ai rejoint Air Liquide le 2 octobre 2008, c'est-à-dire quelques jours après la faillite de Lehman. Et là, je me suis retrouvé confronté à une dette de plus de 8 milliards, plus de 1 milliard financé en papier commercial à court terme avec des échéances très rapprochées. Face à des marchés complètement bloqués et des banques en panique. Donc Air Liquide a été le premier groupe du CAC 40 et peut-être même du SBF 120 à tirer sur les sacro-saintes intouchables lignes de backup, ce qui a évidemment fait monter en flèche ma cote de popularité dans la communauté bancaire. Et donc j'ai gardé de cette époque-là un vrai traumatisme sur la liquidité. On en a discuté souvent avec Jacques quand on travaille ensemble, parce qu'il n'avait pas le même et il trouvait que j'étais trop prudente. Mais ça m'a vraiment influencé dans ma manière de gérer, avec une limitation des financements à court terme, un équilibre court terme, long terme, un étalement des échéances sur des périodes longues, et puis le besoin toujours de garder une petite réserve de liquidité au niveau holding. Alors des crises, il y en a eu quelques-unes dans ces dernières années. J'ai envie, moi, côté entreprise, de mentionner la crise grecque
Donc Air Liquide avait une grosse créance sur l'État grec puisque nous fournissions l'oxygène médical pour les hôpitaux publics. Et vous imaginez que c'est une fourniture qu'on ne peut pas interrompre même si on n'est pas payé. Et donc l'État grec a fini pour nous payer. Alors chance, eh ben non, pas de chance parce qu'ils nous ont payé en obligation grecque. Et donc je vous passe les détails sur la suite, mais ça a été assez rock'n'roll. Et puis la dernière crise en date a étendue mondiale. Il y a un impact de marché, c'est bien sûr celle du Covid. Et là encore, moi j'ai tout de suite effectué un tirage sur une ligne. Encore une fois, un gros sujet de discussion avec mon camarade pour faire face à un assèchement éventuel des marchés, même si ça a été moins violent et quand même plus court qu'en 2008. Donc si j'ai un conseil à donner aux jeunes trésoriers qui sont là aujourd'hui, c'est ne considérez pas, même pour les groupes qui sont le mieux notés, que la liquidité est garantie. Elle ne l'est pas, donc soyez vigilants, gérez vos risques, gérez bien vos lignes de backup. Elles ne servent à rien jusqu'au jour où elles servent vraiment, mais vraiment. Limitez quand même le court terme, étalez vos échéances et puis n'hésitez pas à garder des petites réserves de liquidité, même si ça coûte un peu et on vous dit que ça ne sert à rien. Ben, encore une fois, ça ne sert à rien jusqu'au jour où ça sert. Et une diversification des financements. Évidemment, une diversification des sources de financement, mais on en reviendra, je pense, sur les sujets géopolitiques. Merci beaucoup, Fabienne. Stéphane Hénez, vous êtes trésorier. Vous avez été trésorier de 92 à 2010, avant de passer en conseil, puis chez Eight Advisory en 2012, dont vous êtes devenu associé en 2015. En 2008, vous étiez directeur trésorier financement du groupe du Louvre, Starwood Capital, puis trésorier groupe de SGD, ex-Saint-Gobain des Jonquières. Qu'est-ce qui a vraiment changé pendant ces 15 ans sur l'organisation des directions trésorerie et financement, justement pour faire face à ces crises, à ces réglementations et à ces changements dans la gestion des flux? Alors, en fait, je cherchais depuis tout à l'heure où j'étais en 2008, parce que visiblement, il fallait que je réponde où j'étais en 2008 pour faire comme mes petits camarades. Mais tu as répondu à ma place, donc ça, c'est fait. Alors, je vais commencer par expliquer qu'il n'y a pas un trésorier. Il y a des trésoriers. Tu as cité Tétinger, un groupe du Louvre, tu as cité des Jonquières. Je vous garantis qu'être DFT de Tétinger, ça n'a strictement rien eu à voir que d'être trésorier de Saint-Gobain des Jonquières, puisqu'on a cassé nos ratios. On a passé 12 mois dans la lessiveuse, comme on dit, et donc c'était pas du tout le même métier, c'était pas du tout les mêmes problématiques. Donc gardez en tête qu'il n'y a pas de bon trésorier et de mauvais trésorier, il n'y a pas de bon métier et de mauvais métier, mais c'est pas forcément la même chose. Moi, je me suis éclaté chez Tétinger, je me suis aussi éclaté chez des Jonquières. C'est pas du tout la même problématique, mais c'est important de l'avoir en tête. Après, pour répondre à ta question, je pense que je vais répondre avec une boutade, mais rien n'a changé en 15 ans. Je suis sûr que vous n'attendiez pas du tout cette réponse-là. Rien n'a changé parce qu'en fait, on est toujours aujourd'hui, donc je suis trésorier toujours, je suis dans le conseil, mais j'ai basculé du mauvais côté de la force, mais je suis toujours un trésorier. On est toujours en charge des paiements fournisseurs, on est toujours en charge de la liquidité, on est toujours en charge des prévisions de trésor, on est toujours en charge des reporting, on est toujours en charge des relations bancaires, donc ça n'a pas changé. Et évidemment que tout a changé, parce qu'en fait, l'extérieur est totalement instable, totalement mouvant. Je parle souvent de tectonique des plaques parce qu'en fait c'est exactement ça, c'est que ça bouge dans tous les sens, ça bouge partout. Il y a de nouveaux acteurs qui arrivent. Là je vois des termes sur l'écran, les crypto-monnaies c'en est un. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ai le droit, pas le droit? Est-ce que c'est risqué, pas risqué? Il y a des nouveaux acteurs d'éditeurs qui arrivent aussi sur le marché, qui sont totalement inconnus, qui étaient inconnus il y a 2 ans et qui sont maintenant en très bonne position. L'inflation, j'en parle pas, les taux d'intérêt, j'en parle pas, les financements bancaires, j'en parle pas. Donc en fait, rien n'a changé dans le métier de trésorier, on a toujours les mêmes problématiques, mais tout a changé parce qu'en fait l'environnement est complètement différent. Et donc c'est ce qui m'éclate et c'est ce qui me fait rire au quotidien, c'est qu'en fait tu as besoin d'être agile, tu as besoin d'être aware, tu as besoin d'être en permanence attentif à ce qui se passe autour. Et je voudrais juste, puisque tu m'as demandé de faire ça en 3 minutes, donc je vais essayer de le faire en 3 minutes, je voudrais juste finir sur un sujet qui est de dire que moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup et je compte beaucoup sur tous ceux qui sont dans la salle pour pousser derrière moi, derrière nous.
c'est qu'en fait, le métier de trésorier a changé dans sa perception au sein de l'entreprise. Donc moi, je vais parler de l'entreprise comme ma voisine. On a quand même beaucoup, enfin, j'ai beaucoup été, mais je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle qui vont se reconnaître dans cette phrase. J'ai quand même beaucoup été à la cave pendant longtemps, au début de ma carrière, comme trésorier, parce que j'étais celui qui faisait juste les paiements, pour faire simple. Et donc, on s'intéressait assez peu à la trésor et assez peu aux trésoriers. Et donc, on a quand même vu au fur et à mesure des crises, au fur et à mesure des crises de liquidité notamment, et au fur et à mesure de l'importance que le trésorier prenait, on a beaucoup vu le trésorier devenir un acteur majeur dans l'entreprise, un binôme souvent avec le CFO. Et donc, ça veut dire que il faut qu'on réussisse tous collectivement à pousser pour que le trésorier reste une top fonction dans l'entreprise, parce que c'est un élément hyper important. C'est souvent une vigie, c'est souvent celui qui est maître du temps. Je peux faire ci ou je peux pas faire ça, je peux investir ou pas, j'ai besoin d'aller chercher des financements ou pas. Donc c'est un sujet hyper important et alors c'est vrai que c'est mon métier, donc j'ai peut-être une perception un peu viciée, un peu de travers, mais j'ai pas trop envie que le trésorier redevienne une fonction mineure à la cave. Merci beaucoup. Benoît Rousseau. Benoît, tu es directeur de la trésorerie et des assurances du groupe Fromagerie Belle depuis 2004. Après quelques années de trading sur le marché monétaire chez Banque Veuve Morin-Ponce, Dresdner, de 1987 à 89, puis vendeur change-taux chez Worms, 89 à 93, puis tu bascules de l'autre côté de la force, pour reprendre l'expression qui a été récemment dite, en 93 pour rejoindre EADS comme trésorier groupe pendant près de 9 ans, puis BIC pendant un peu plus de 2 ans, et enfin Bell depuis près de 20 ans. C'est bien ça ? Bientôt. J'ai effectivement un certain âge maintenant. Et les crises, je les connais. L'eurodoll était à 0,85 en 2001, 1,60 mi-2008, sous la parité il y a 1 an. Est-ce que le risk management a été la priorité des trésoriers pendant cette période, avec le sujet des placements en moins ? Alors, je crois qu'il faut dire aujourd'hui, et c'est un peu la conclusion de ce qu'on a dit tout à l'heure, je crois que le trésorier aujourd'hui, une de ses caractéristiques, c'est un paranoïaque. Hein, c'est un paranoïaque parce que il a l'habitude de voir que les crises sont quand même relativement fréquentes. Il doit toujours être en permanence prêt. Donc c'est probablement aujourd'hui un des premiers risk managers de la fonction finance, et c'est pour ça aujourd'hui, comme tu l'as dit, que le trésorier est de plus en plus un business partner de la fonction finance. Donc les crises, ça fait partie de notre ADN. Hein. Moi j'ai commencé en 87, hein, donc j'ai connu ma première crise avec le krach de Paris en 87, puis 92, 98, 2001. Enfin bon, voilà. J'insiste, c'est ce qui fait un peu la caractéristique de notre métier, c'est qu'on est un métier de crise, mais qui doit rester très opérationnel et on doit apporter tout de suite des réponses aux problématiques auxquelles on est confronté. Donc l'euro-dollar, effectivement, l'euro-dollar, on l'a vu à tous les niveaux, 0,80, 1,20, 1,60, et je pense qu'on le reverra encore un peu à tous les niveaux. Donc ça fait partie de l'environnement dans lequel on doit vivre. Est-ce que Total ou LVMH ou L'Oréal ont disparu parce que l'euro-dollar est passé de 1,80 à 1,60 ? Non, certainement pas. Les entreprises s'adaptent. On a aujourd'hui les couvertures. Hein, donc je pense que là, ce qui a évolué dans le monde du trésorier, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des politiques de couverture qui sont très, très systématiques. Hein. Moi, j'ai fait étudier pendant plus d'une dizaine d'années à mes élèves les comparaisons des documents de référence d'un même secteur. On voit quand même une vraie continuité de couverture, que l'euro-dollar soit à 0,80 ou à 1,60. Ce qui a aussi beaucoup aidé à cette structuration, cette systématisation, c'est les IFRS. Hein. Il ne faut pas oublier qu'en 2005, l'apparition des IFRS a quand même pas mal fait évoluer notre métier. Hein. J'ai connu l'époque où j'avais environ 30 milliards de couvertures qui faisaient l'objet de 2 lignes dans un rapport annuel. Hein. Donc 30 milliards de couvertures, 2 lignes dans un rapport annuel, vous pouvez mesurer le risque que ça pourrait représenter et la non-transparence de ce risque vis-à-vis des investisseurs. Et maintenant, c'est l'inverse ? Aujourd'hui, voilà, c'est plutôt l'inverse. Hein. Mais on critique souvent les IFRS, mais les IFRS ont eu quand même le gros avantage d'apporter beaucoup de transparence et forcer les entreprises à structurer leur politique de couverture. Je parlais du change, mais j'aurais pu parler des taux. Oui, alors sur les taux... Est-ce que c'est pour toi une des caractéristiques de ces 15 dernières années,
en termes de risk management? Les taux, effectivement, les taux, pendant 10 ans, on s'est quasiment plus occupé des taux d'intérêt. Et puis, subitement, les taux ont repris 400 points de base en Europe, quasiment 600 ou 500 points de base aux États-Unis. Donc, effectivement, la gestion de taux, la gestion de la liquidité, la gestion des placements est redevenue une préoccupation importante. Alors, on voit là aussi... pareil, un grand mouvement de balancier. Il a fallu, moi, j'ai réappris à mes équipes à ce que c'était à faire du JJ. JJ, c'est-à-dire placer sa trésorerie au jour le jour. On faisait plus ça depuis 10 ans. Est-ce que ça coûtait? Parce que ça coûtait. Alors qu'aujourd'hui, ce qui coûte, c'est laisser de l'argent sur ses comptes. Donc voilà, donc c'est aussi un éternel recommencement. Mais voilà, il faut que le trésorier il soit toujours prêt, paranoïaque. Je partage entièrement ce qu'a dit Fabienne sur la liquidité. Souvent, on a tendance à dire que voilà, on a vécu 10 ans avec de la liquidité abondante, et je peux vous promettre que je me suis aussi longtemps battu, même vis-à-vis de board, d'administrateurs, en disant, en me faisant reprocher que voilà, le coût de portage, mais toujours avoir une réserve de liquidité. C'est la garantie d'indépendance, en particulier dans des groupes familiaux. C'est extrêmement important. Deuxième question pour toi, rien à voir. Depuis l'accord de Paris de 2015 en matière de finances durables, est-ce que le trésorier a dû prendre un rôle sur ces sujets ESG, notamment vis-à-vis du financement? Alors là, très bon exemple de la diversité des métiers et des fonctions de trésorerie. Il y a en 2012, je pense que personne ne parlait, jusqu'en 2012, personne ne parlait de finances vertes. De 2012 à 2017, ça concernait quelques acteurs particuliers, plutôt des producteurs d'énergie qui ont commencé à mettre en place, sous la pression des investisseurs, des financements green. Et puis à partir de 2017, on a vu en fait l'élargissement d'une finance green à une finance durable, donc qui couvre à la fois des sujets verts, mais des sujets aussi sociétaux, des sujets de développement durable. Et donc le trésorier, il a dû se mettre à apprendre ce langage. Quand je parle bien d'apprentissage, parce que le premier financement SLB que j'ai mis en place, c'était en 2017. Je peux vous garantir que je ne savais à peine à l'époque ce que c'était que SBTI, le scope 1 et 2, le scope 3. Et donc, voilà, c'est aussi tout l'intérêt du métier de trésorier, c'est que en permanence, vous êtes à traiter des sujets nouveaux. Et quand vous regardez aujourd'hui l'importance de la finance durable, quand je regarde aujourd'hui dans mon agenda combien de temps je passe sur ces sujets-là, je peux vous promettre qu'aujourd'hui, je suis à plus de 30% de mon temps sur des sujets de finances durables, de framework SLB, de négociation de KPI. Et ça vous force à vous ouvrir à la fois aux opérationnels, des gens qui vont mettre en place des chaudières biomasse, qui vont négocier des PPA, et donc vous allez aussi porter tous ces projets vis-à-vis demain de vos investisseurs, parce que vos investisseurs aujourd'hui, ils vous demandent de plus en plus des engagements sur ces sujets. Merci beaucoup. Stéphane, en termes de culture cash, depuis que les taux remontent, Benoît en parlait tout à l'heure, il y a un nouvel intérêt sur les sujets de dépôt, sur les sujets de BFR, d'impayés. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est en train de remonter fort dans l'agenda des trésoriers? Pour répondre à ta question, je vais juste illustrer. Alors, je ne vais pas donner le nom de la personne parce que ce que je veux dire après n'est pas forcément super positif. Donc j'ai pas... Et puis elle est là en plus, non? Non, elle n'est pas là. J'ai discuté avec un CFO il n'y a pas très longtemps et son trésorier, enfin il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, 2-3 ans, pour lui parler de circulation du cash et pour lui parler de comment je me débrouille pour que le cash soit au bon endroit. Donc,
comment je fais pour qu'il circule, pas comment je fais pour financer mes filiales, mais comment je fais pour remonter le cash qui est dans mes filiales. Et au bout d'une heure et demie où j'ai cherché à le convaincre dans tous les sens, à droite, à gauche, etc., je croyais avoir fait correctement mon job. Et en fait, non, parce qu'il m'a dit, mais c'est super tout ce que tu me racontes, t'as tout à fait raison. Mais une fois que j'aurai du cash là-haut, qu'est-ce que j'en ferai? Je vais le garder là-haut et je ne vais pas le placer, ça ne me sert à rien. Donc tout ce que tu m'auras fait faire en bas m'aura coûté des honoraires, ça c'est une petite parenthèse, mais ça ne me servira à rien en fait. Et il s'avère que j'ai revu ce CFO il n'y a pas très longtemps. Et je vais même dire pire que ça, c'est que c'est lui qui m'a appelé en me disant « Tu pourrais pas m'aider à circuler mieux mon cash et à le remonter pour que je le place ?» Voilà. Donc je réponds à ta question par une parabole, mais c'est oui, bien sûr que oui, tout le monde gère différemment maintenant. Tout le monde s'est rendu compte que placer à 4%, ça pouvait faire des sommes importantes. J'ai même été appelé par le PSG en disant « J'ai un peu d'argent, comment je peux faire pour le placer? Parce que si je ne le place pas, je vais me faire taper dessus par Nasser. » Pardon, là j'ai donné un nom, donc c'est pas, tant pis, mais et donc ça veut dire que oui, aujourd'hui, je gère je suis obligé de gérer à 360. Donc tout ce qui n'était pas vrai il y a 3 ans l'est maintenant, et c'est effectivement la trésor est parfois un éternel recommencement, mais ça veut dire que avoir beaucoup de stock il y a 3 ans, c'était pas très grave. Avoir payé des fournisseurs très courts, c'était pas très grave. Avoir des retards clients, c'était pas très grave. Là, ça coûte. Aujourd'hui, c'est embêtant. Donc aujourd'hui, je m'en occupe. Les financements sont un peu plus compliqués à aller chercher. Quand on les a, ils sont plus chers. Donc ça veut dire que oui, je suis obligé, et c'est ça qui rend le boulot du trésorier aussi intéressant, c'est que je suis obligé de regarder à 360 sur tout ce que je peux trouver partout. En financement, en actifs. Est-ce que je dois vraiment avoir des actifs à moi? Est-ce que je dois pas les revendre? Bref, je ne vais pas vous faire de cours sur la trésor aujourd'hui, mais oui, on regarde aujourd'hui beaucoup plus largement et beaucoup plus à 360 que ce qu'on faisait il y a encore 3 ans, parce que l'argent est cher, parce que l'argent est cher d'un côté et il peut rapporter beaucoup de l'autre. Et donc oui, le cash is king, tout le monde le connaît, tout le monde l'a en tête, mais c'est aussi pour ça que le trésorier peut être aussi un apporteur d'idées, un innovant par rapport au CFO, dont c'est pas forcément le métier, pour aller chez des Jonker, par exemple, on avait... pardon, je fais un peu de technique, mais dans les fours, on avait des métaux précieux pour faire en sorte que, Daniel doit connaître ça, mais on avait des métaux précieux pour faire sortir le verre qui était à des températures très très élevées. Et donc sans ce métal précieux-là, la goulotte qui ramène le verre s'effondre au bout de peu de temps. Et donc on avait des métaux précieux, on avait réussi chez des bancaires à faire une vente de ces métaux précieux et les louer après à la banque. Ce qui était assez original parce que si le banquier avait dû aller chercher ces métaux précieux dans le four pour les récupérer, je ne suis pas sûr qu'il y soit parvenu, mais on avait quand même trouvé l'idée de vendre pour 60 millions d'euros quand même. Et donc le cash était remonté d'un seul coup. Donc voilà, donc faut être innovant, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de sujet à ne pas regarder, tout est open, il faut pas hésiter à y aller. Bon, et tout ça sous contrainte. Fabienne, si je peux te poser une deuxième question. Depuis 2008, les tensions géopolitiques se sont succédées, voire accélérées. Comment est-ce qu'à ton avis, ça a modifié la cartographie des risques des entreprises et influencé justement les modes de gestion? Alors, je crois que ce que les 15 dernières années nous ont appris, c'est que les tensions géopolitiques ne préviennent pas, ou alors, quand on sent monter les conflits, on n'y croit vraiment que quand ils sont là. Je pense que le conflit russo-ukrainien est un très bon exemple, mais on a aussi les tensions commerciales entre la Chine et les US, l'agitation autour de Taïwan. On en parle, mais on n'y croira vraiment que quand ça sera là. Donc je crois qu'après une longue période de confiance dans la mondialisation, où on a tous centralisé nos financements, on a géré essentiellement avec des prêts intragroupes et des cash poolings. On peut maintenant faire face à des mouvements de fragmentation qui doivent nous conduire à revoir la structure de nos organisations, bien au-delà de la trésorerie d'ailleurs. Donc en fonction des empreintes géographiques de nos différents groupes, mais aussi de celles de nos clients et de nos fournisseurs, il faut je crois, qu'on soit prêt à des découplages assez rapides de nos systèmes managériaux, informatiques, industriels, et puis bien sûr de nos structures de financement. Alors dans le domaine industriel, ça veut dire faire très attention aux situations de nos sourcing, ça veut dire limiter l'exposition à un pays, à un client. En termes de financement, je pense que
il faut revenir vers un meilleur équilibre entre des financements centralisés en euros ou en dollars et puis des financements locaux ou régionaux en devises qui peuvent permettre de faire face à des périodes de flux de devises bloqués, d'embargo, de blocus. Et donc je pense que là, le rôle de trésorier est très très important parce que si le top management va penser tout de suite aux risques industriels, aux risques managériaux, même aux risques informatiques qui sont très prégnants, il faut leur faire des propositions sur les sujets de structure de financement parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte des risques que ça peut faire courir. Et donc là, je pense qu'il y a, comme vous le disiez, un rôle très très important du trésorier en termes de meilleure gestion des risques et d'équilibre des portefeuilles de financement. Merci beaucoup. Tu parlais de l'augmentation en fait des sujets, par exemple de sanctions. Oui, mais on a aussi eu une augmentation des fraudes pendant cette période, une grosse augmentation des sujets de conformité. Donc, est-ce que ça nous a poussé à avoir plus de centralisation ou pas? Alors, je me permets juste, comme tout le monde a parlé de où est-ce qu'on était en 2008, de raconter une petite anecdote pour l'amusement de nos futurs collègues, sans doute les autres aussi. Comme j'étais un peu dans la même tranche d'âge, donc en 2008, comme tu l'as cité, j'étais chez Fortis. J'étais sur des projets internationaux, je voyageais tout le temps, c'était très jet set. Et puis en fait, je me souviens, j'avais signé mon premier prêt hypothécaire en semaine. Et au week-end, le dimanche, il y avait des news comme quoi Fortis n'allait pas bien. Ah bon. Et je découvre dans un journal spécial télévisé en Belgique, à 10h je crois, ou 11h, je ne sais plus, que l'État avait décidé de financer avec les États luxembourgeois et irlandais pour 4,7 milliards d'euros, le chiffre va revenir, Fortis. Bon. Okay, mais je vais quand même aller au boulot lundi, voir si c'est encore ouvert. C'était encore ouvert, donc je rentre. Il y avait des collègues comme un petit café. Et puis je me prends un coup de fil d'un manager qui m'a demandé très assertivement si ce n'était pas possible d'accélérer un virement de 4,7 milliards d'euros qui était rentré. Voilà, parce qu'on avait besoin de l'argent. Bon, petite anecdote. Non, pour revenir c'était une douche froide quand même, je vous le dis. Mais voilà, on survit, chers collègues, chers futurs collègues. Non, cela étant dit sur ta question, la réponse courte est oui, mais il y a beaucoup de bémols. Donc je vais un peu commencer par donner un peu de couleur à la partie fraude et à la partie conformité. Des sujets hyper importants, évidemment. Donc sur la fraude, on est passé, j'ai fait un résumé du résumé, en fait on est passé du fraude sur papier, de la fraude sur papier, à la fraude l'ingénierie sociale et la fraude digitale finalement. Donc, et la fraude interne reste évidemment un sujet très important à contrôler. Et d'ailleurs, même si c'est criminel, ce qui m'amuse déjà intellectuellement, c'est de voir comment les escrocs vont craquer la future facture électronique pour en faire la fraude aussi. Donc, juste pour dire avec cette petite boutade qu'à la fin, on va pousser les fraudeurs en fait à chaque fois être de nouveau inventifs et il faudra les suivre. Donc ça, malgré tout, ça va rester un sujet très important à gérer. Sur la conformité, je pense que tout le monde quand même est très au fait qu'on a un parfum quand même très américain autour de tout ça. On aurait pu faire des choses différemment. Ça dépasse absolument les moyens de paiement, absolument, et le cash management, la trésorerie. Mais quand même, on veut l'instantané, mais le batch nous va bien parce qu'on sait tout contrôler. C'est un peu ça qu'on a vécu et commence tout doucement, tous ensemble, en fait, à sortir de ce paradigme. Quelqu'un de bien placé, je ne vais pas citer le nom, c'était pas Nasser pour le coup, il m'a dit une fois, au fait, à l'époque, c'était même plus important d'avoir une procédure. Qu'elle marchait ou pas, c'était pas important. Donc ça donnait un peu l'image de quelque part de la. Alors peut-être quand même panique qu'il y avait autour de ce sujet qui n'a pas nécessairement satisfait les trésoriers et qui avaient eux aussi des sujets en interne à gérer. Alors oui, évidemment, quand on diminue les comptes, on diminue les e-banking, on centralise les pouvoirs, les mandats, etc. Évidemment. Donc mais ça dépasse ces sujets, comme je le disais aussi à la réponse à la première question. Évidemment, les projets de centralisation, ça s'est fait. Après, il faut se dire aussi quand même qu'il y a beaucoup de reliquats qui restent.
Parce que quand même, pour un trésorier, ce n'est pas évident de tout reprendre en centrale. Hein. Il y a des pays compliqués, des devises compliquées, des sujets de taxes, etc. Quand on prend, on prend. Hein. Donc, quand même, tout ça, il y a toujours de bonnes ou de mauvaises raisons qui font que on n'arrive peut-être pas à tout centraliser, mais ce qui veut dire qu'il reste quand même un reliquat de risque en local à gérer. Hein. Alors justement, je fais la transition avec Alain et j'essaie d'accélérer un petit peu pour qu'on puisse avoir une petite pause. Alain, comment est-ce que Moody's prend en compte ces nouveaux risques? Là, on parlait de fraude et tout à l'heure, on parlait de cyber et Benoît parlait de climat. Donc, ces nouveaux sujets, comment est-ce que vous les prenez en compte dans vos évaluations? Bon, donc, comme il faut aller vite, je vais aller très vite. 3 minutes. Hein. Alors, 3 minutes, même pas 3 minutes. Premièrement, je crois que le risque, nouveau risque est un mot extrêmement piégeux. Fabienne disait il faut être méfiant en matière de liquidité, il faut penser à conserver son petit matelas. D'après vous, est-ce que la banque californienne SVB a été prudente? C'était une banque qui avait une taille de 200 milliards de dollars. D'accord? En l'espace de quelques jours, ils ont perdu 40 milliards de dollars qui sont sortis de la banque. Donc là, est-ce que c'est un nouveau risque, un ancien risque? Je ne sais pas. C'est un risque de liquidité, mais qui prend des formes différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a la technologie pour sortir les fonds rapidement, et puis il y a les réseaux sociaux qui mettent le feu à tout ça. Ouais, enfin là, elle avait un problème d'actifs passifs quand même. Non, mais bien évidemment. Mais d'ailleurs, la régulation n'était pas bonne, hein, pour revenir à mon point de tout à l'heure. Hein. Vous n'avez plus. La réglementation n'était pas bonne et la supervision de la Fed n'était pas très bonne non plus. Donc on avait quoi? Pas de régulation, pas de supervision et une gestion de la banque qui était quand même assez moyenne. Donc ça, c'était quand même la recette pour l'explosion. Alors maintenant, les risques nouveaux. Alors, le risque géopolitique, est-ce que c'est nouveau? Non, c'est pas nouveau. Il y a des risques géopolitiques très importants aujourd'hui, mais je ne sais pas, la guerre froide, c'était un risque géopolitique, non? Il y avait des implications en Europe. C'est peut-être plus vrai pour le cyber, par exemple, oui. qui est plus un nouveau risque que la géopolitique. Alors, c'est vrai. Et alors, le deuxième risque qui est quand même nouveau, c'est le risque climatique. Alors, nous, chez Moody's, on ne fait pas de rating climatique, à proprement parler. Parce que les investisseurs, quand ils achètent un rating Moody's, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ils veulent savoir si le jour où l'établissement fait dépôt, combien il va avoir de pertes. D'accord? Donc, le risque climatique, peut-être, c'est un risque très, très important, ou pas. Donc, si le risque climatique n'est pas important pour l'entreprise, alors qu'elle y est fortement exposée, mais qu'il n'y a aucun risque de perte, ça ne se traduira pas chez nous par un impact climatique dans le rating. Attention, le problème, c'est l'horizon de temps. Alors, notre horizon de temps, il est quand même assez court. Mais si on voit une entreprise, je ne sais pas, de n'importe quel secteur, qui ne commence pas à s'ajuster, à gérer sa transition, et que, bien évidemment, à un moment, ça va... Et qu'elle émet du 30 ans, et qu'elle émet très long. Et qu'elle émet très long, on va commencer à interroger l'entreprise sur ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, chez Moody's? On a fait un mapping de risques climatiques dans tous les secteurs économiques et on les a classés, quels sont ceux qui sont très exposés, moins exposés, etc. Et à la fin, si on pense qu'il y a un impact, on va prendre une décision de rating qui tient compte de ce sujet-là. Et pour le risque cyber, on fait exactement la même chose. Enfin, je veux vous alerter, c'est pas très simple. C'est pas très simple de mesurer le risque cyber. Oui, donc qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, on fait un mapping. On a un mapping du risque cyber pour 71 secteurs économiques et on les a classés entre très exposés, exposés, moyennement exposés, faiblement exposés. Et ensuite, on regarde quelles sont les mesures d'atténuation du risque qui sont prises. Et à la fin des fins, on regarde sous la forme de survey au niveau microéconomique, c'est-à-dire établissement par établissement, qu'est-ce que les entreprises ou les banques, dans le secteur c'est les banques, qu'est-ce qu'elles font pour gérer leurs risques. Donc, risque nouveau, oui et non. Mais enfin, ce qui est certain, c'est ma conclusion, c'est que, les risques nouveaux, à un moment, ils se traduiront dans les risques financiers, et que tous ces risques-là, ils sont comme ça. Ils ne sont pas à la baisse, ils ne sont pas flat, ils sont comme ça. Donc, on est quand même bien obligé de les regarder dans le détail. Merci beaucoup. Kéra, je vais vous donner le mot de la fin. Sans trop anticiper sur la prochaine table ronde qui va regarder dans le futur, quel est votre jugement sur la capacité des acteurs à s'adapter justement à ce nouvel environnement? Alors, pour faire vite également, c'est vraiment la question du moment en fait. On en parle depuis tout à l'heure, mais en fait on se retrouve avec des générations qui n'ont pas connu des taux positifs depuis près de 10 ans.
aujourd'hui sur les marchés. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'ils vont s'adapter à cet environnement de taux qui va durer, ça on le sait. Là, je vous renvoie au dernier discours de politique monétaire de Christine Lagarde, le low for long, c'est de ça qu'on parle maintenant aujourd'hui. Et c'était pareil hier soir à la Fed. Hein. Voilà, et ils c'était ont pas pareil à la monté les Fed. taux, mais exactement. ils ont quand même dit ça va pas baisser rester demain. assez longtemps. Et justement, je sortais de plusieurs réunions internationales quand on regardait un petit peu le sujet, et tous les diagnostics s'accordent à dire que le risque lié à cette hausse des taux, c'est pas encore totalement matérialisé sur les marchés en fait. Ce qu'on voit, c'est que le rebond post-Covid, il y a aussi eu beaucoup d'interventions massives, que ce soit au niveau d'apport de liquidité, que ce soit au niveau fiscal des différents États, qui ont fait qu'aujourd'hui, ça a permis de limiter les effets. Mais on s'attend, notamment compte tenu du stock de dette qu'on a, avec ce fameux maturity wall dont on parle de 2024-2025, où là, potentiellement, on risque d'avoir des effets importants. Mais le processus de normalisation, il est en cours. Et même s'il est plus lent, d'ailleurs, c'est ce qu'on constate aussi, il est plus lent que sur les précédentes années, il va continuer à se transmettre. Et c'est d'autant plus que, de l'autre côté, les perspectives de croissance, elles ne sont pas fameuses non plus. Donc, si vous voulez, il y a un peu les deux perspectives. Et après, je vais rejoindre ce que vous veniez de dire concernant les nouveautés et les nouveaux risques. En fait, cet environnement de taux, il va mettre au jour des vulnérabilités qui existent déjà et qui sont peut-être plus prégnantes encore dans cet environnement de taux élevé. Donc on parlait du risque de liquidité tout à l'heure, donc ça s'est matérialisé avec SVB, cette fuite des dépôts. De refinancement. Exactement, de refinancement, de comptabilité aussi, puisqu'on voit qu'il y avait ces fameuses pertes latentes qui n'étaient pas évaluées à leur juste valeur. On a aussi eu un peu plus tôt avant l'épisode des fonds de pension britanniques, où là on s'est rendu compte que la notion de levier était aussi importante. Donc ça a entraîné des ventes massives quand même sur le marché du gilt, et on a quand même eu la Banque centrale d'Angleterre qui a été obligée d'intervenir pour essayer de freiner l'hémorragie. D'ailleurs, elle n'a pas sorti tant d'argent que ça, c'est juste l'annonce de son intervention qui a permis un peu de calmer les marchés. Donc en fait, on est dans ce que vous décriviez tout à l'heure, dans un écosystème, dans un environnement de marché qui fait preuve de nervosité et de forte réactivité à des événements adverses. Et c'est ça, en fait, qui va aussi un petit peu driver la chose. Donc les entités qui sont les plus exposées à ce risque de levier et au risque de liquidité sont probablement les plus vulnérables à la remontée des taux. Donc on va voir un peu dans le futur. Donc je ne peux pas vous dire, là aujourd'hui, je n'ai pas ma boule de cristal pour vous dire comment vont s'adapter les acteurs, mais ils vont devoir le faire. Et peut-être pour terminer, c'est pour revenir un peu sur ces problématiques nouvelles de la question, ça va être justement ce financement de la transition énergétique dont vous parliez tout à l'heure. Juste pour vous parler un petit peu des besoins de cette transition énergétique. Donc le dernier rapport du GIEC l'évaluait à 1000 milliards par an au niveau mondial. Au niveau européen, on se situe à 450 milliards. Et au niveau français, le rapport Pisani-Ferry, c'est 60 milliards par an pour pouvoir atteindre la neutralité carbone. Donc on voit que les besoins de financement sont quand même assez conséquents. Et dans cet environnement de taux qui est quand même plus élevé, on sait que c'est des investissements qui doivent être vus sur le long terme, qui ne sont pas forcément rentables et qui sont en compétition avec des dépôts qui aujourd'hui rapportent quand même beaucoup, notamment les livrets réglementés. On le voit dans l'épargne des Français. Ça, c'est un souci qu'on a aussi de façon récurrente, tout comment orienter l'épargne vers du financement de l'économie. Donc tout ça, un peu, ce sera les futurs défis dans les mois à venir. Merci beaucoup à tous les 6.